Aujourd'hui, on va s'attaquer à une notion dont je parle souvent dans mes vidéos, c'est-à-dire les représentations mentales. Alors je vais d'abord vous donner des définitions que j'ai sélectionnées, puis j'essayerai de définir les représentations mentales avec mes propres mots pour vous dire un peu à quoi ça correspond dans le concret. Et puis j'expliquerai en quoi les représentations mentales agissent sur notre quotidien et notamment en classe. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'on retrouve cette notion sous différentes appellations. On parle tantôt de représentation mentale, mais aussi de représentation sociale, initiale ou encore cognitive. Alors moi je me cantonnerai à l'appellation représentation mentale, mais ne vous étonnez pas si les définitions que j'aborde varient quant à la dénomination de ce concept. On va commencer avec une définition de Wikipédia, bien qu'il ne faille jamais citer Wikipédia dans vos travaux, à l'université, c'est très mal vu. Mais bon, faut bien commencer par quelque chose, donc ça a l'avantage d'être assez vulgarisé et de toute façon, Wikipédia, tout le monde le critique, mais tout le monde y va. Donc selon Wikipédia, la représentation mentale est une représentation que l'on se fait, par la pensée, d'une projection sensorielle, d'un concept ou d'une situation. Une représentation mentale peut être de l'ordre du réel ou du fictif. Alors oui, les représentations mentales se construisent notamment sur des projections sensorielles, donc par rapport à des expériences qu'on a effectuées avec nos sens, qui sont donc la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. On projette ces expériences sensorielles sur des concepts et on va faire des associations. Par exemple, la plume, l'ouate ou le coton dégage une idée de douceur. Donc c'est par rapport à cette sensation qu'on dégage une idée, une représentation. La rose, la fleur, est souvent associée à une idée de propreté, parce que ce qui sent bon est propre. Aussi, le miel ou les aliments sucrés vont être bizarrement associés à la volupté. C'est ainsi qu'on retrouve dans le langage des expressions telles que ta peau de miel, le sucre de tes lèvres. On pense aussi à la lune de miel, qui désigne la nuit où les jeunes mariés vont consacrer leur union physiquement. Alors c'est peut-être parce que le miel est issu d'une butination et que cette butination est elle-même associée à un acte sexuel, puisque c'est ce qui permet aux plantes de se reproduire. Aussi, donc, il y a aussi les projections sensorielles par rapport à la vue. Par exemple, vous êtes dehors sous la neige et vous voyez quelqu'un en débardeur. Cette vision va pouvoir provoquer des phrases telles que « Oh, tu me donnes froid », quand bien même vous seriez habillé chaudement. Donc pourquoi cette simple vision de quelqu'un en débardeur arrive à vous faire ressentir une sensation de froid? C'est parce que vous projetez vous-même cette situation, vous projetez vous-même dans cette situation dans laquelle vous auriez froid, et certainement parce que vous avez déjà eu froid dans cette situation. Voilà, ce sont des réflexes conditionnés. Et ça aussi, c'est lié aux représentations. Donc voilà, nos représentations se construisent déjà par l'expérience sensorielle que nous faisons du monde. Ensuite, il y a la notion d'habitude, d'acte répété. En effet, si vous vivez plusieurs fois la même situation dans les mêmes conditions, vous finirez par figer cette situation comme état de fait. Voilà comment cela se déroule. À chaque fois que je vais sous la douche, je suis mouillée. Si je saute dans les airs, il est nécessaire que je retombe. Bon, ça, ce sont des situations qui sont liées à des phénomènes scientifiques, physiques. Donc ce sont des représentations réelles, mais elles peuvent être fictives ou influencées. Par exemple, je n'ai vu que des grenouilles vertes, donc les grenouilles sont vertes. Je n'ai vu que des chevaux à 4 pattes, donc les chevaux ont 4 pattes. Et le jour où on verra des chevaux à 2 pattes, on sera bien obligé de se remettre en question et de changer nos représentations. Alors ça me fait penser justement à une légende urbaine qui existe. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais apparemment, on aurait demandé à des enfants vivant dans une ville de dessiner des poissons et ils se seraient mis... Il y en a qui auraient dessiné des petits carrés Findus, quoi. Parce que la seule fois où ils ont vu du poisson, c'était dans leur assiette sous forme de poisson pané. Voilà. Donc que ce soit vrai ou pas, ça rentre dans le champ de la représentation mentale. Beaucoup de représentations aussi sont culturelles. Ça peut être par exemple lié au climat dans lequel vous vivez, le pays où vous habitez, les règles qui régissent votre société. Bon, par exemple, on sait que cracher chez nous, c'est mal vu, c'est un acte mal poli. Or, en Chine, ça arrive qu'on crache par terre
sans que personne ne s'en étonne. Aussi, dormir au travail chez nous peut être motif de licenciement. En Chine, bon je reprends l'exemple de la Chine, mais c'est vrai que c'est assez frappant, mais également au Japon ou dans la plupart des pays asiatiques, ils sont tellement actifs au travail que le fait de dormir au boulot prouve que vous vous donnez tellement que vous êtes épuisé. Donc en fait, dormir au travail, ça prouve que vous travaillez beaucoup, donc c'est presque valorisant. Donc voilà, selon qui vous êtes, selon là où vous êtes né, vous n'aurez pas le même mode de vie, et ce mode de vie n'entraînera pas les mêmes représentations. Il y a les représentations aussi sur le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est valorisant, qu'est-ce qui ne l'est pas. Par exemple, le fait de se lever tôt. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ou encore les mères qui disent à leur enfant « Ouais, tu t'es encore levé à midi, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?» Voilà, l'idée que les choses importantes se font le matin aussi. Alors il y a beaucoup de domaines qui s'intéressent aux représentations mentales. Il y a la psychologie, la didactique, l'éducation dans une certaine mesure, mais surtout le marketing. Et oui, parce qu'on sait bien que pour vendre leurs produits, les grandes marques étudient les processus psychologiques. Ils cherchent à les comprendre afin de vous manipuler. Et pour ça, les représentations mentales sont très utiles. D'ailleurs, quand je cherchais des définitions de représentation mentale, j'en ai notamment trouvé une sur un site de marketing. Le site s'appelle e-marketing, je vous mets le lien ici. Donc c'est vous dire, s'ils en viennent à définir ce concept, c'est que leur stratégie est fortement liée à ce processus. Donc eux, ils définissent les représentations mentales en ces termes. Donc la représentation mentale, c'est l'image qu'un individu se forge d'un produit, d'une personne, d'une idée, d'une situation. Elle est nourrie à la fois par les éléments d'information stockés en mémoire et les sensations perçues lors de la confrontation physique et ou intellectuelle avec l'élément objet de la représentation. On parle parfois de représentation cognitive. Donc vous voyez qu'ils associent les deux termes. Ces représentations cognitives sont définies comme des produits cognitifs issus de l'interaction de l'individu avec le monde, qui peuvent être utilisés à court terme ou stockés en vue d'une utilisation différée. Donc là, cette définition, elle montre qu'on utilise nos représentations mentales pour comprendre et interpréter le monde. On continue. Elles sont consignées dans la mémoire à long terme et ne sont pas homogènes puisque le terme désigne à la fois l'activité qui produit l'entité elle-même. Voilà, donc cette définition montre bien que les représentations mentales sont si fortes qu'elles peuvent même influencer votre perception de la réalité. Ça va même jusqu'à influencer vos sens. Il existe notamment une expérience sur des étudiants en œnologie à qui on présente 2 bouteilles de vin, une de grande marque et une plus modeste. On leur fait goûter les deux. Ils commencent à partir dans des explications. Alors forcément, ils attribuent au grand vin des notes subtiles et au vin plus modeste un goût plus âcre. Voilà, ils font une différenciation des deux, alors que dans les 2 bouteilles, il y avait le même vin. Nous avons rempli 2 bouteilles avec le même vin. 2 bouteilles portant des étiquettes différentes, l'une prestigieuse, l'autre médiocre. C'était le même vin et pourtant tous nos dégustateurs sont tombés dans le panneau. C'était les deux mêmes? C'était vraiment les deux mêmes? Ok. C'est pas possible. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. C'est aussi par rapport à vos représentations mentales qu'on va vous proposer tel ou tel packaging. Par exemple, les images où on retrouve des végétaux, des éléments qui font penser à la nature. Ces packaging laissent penser que les produits sont sains. Ils sont souvent de couleur verte, parce que c'est une couleur qu'on associe à la nature. Carrefour notamment a pas mal joué là-dessus, pour nous faire croire qu'il était éco-responsable, que ses produits étaient sains. Il nous a mis des forêts verdoyantes sur ses cabas, et des légumes qui plongent dans une eau fraîche et rafraîchissante. Le bambou, les pierres noires, le sable, les coquillages sont souvent associés au calme, à la relaxation. Certains animaux, parce qu'ils font peur ou parce qu'ils sont perçus comme dangereux, sont associés à des signes de virilité, de puissance. On les retrouve dans des pubs pour des voitures, pour des parfums pour hommes. Ça va jusqu'au type de typographie qu'on va utiliser sur le produit, du choix de la couleur, du type de personnage qu'on va apposer sur la couverture, selon la cible clientèle qu'on veut viser. Voilà, autant de manipulations qui malheureusement se trouvent être très efficaces parce que c'est fondé justement
c'est issu d'une réelle étude du fonctionnement du cerveau. Bon, ça, ce sont des exemples pour vous montrer combien nos habitudes influencent nos représentations et combien nos représentations influencent nos habitudes. C'est une sorte de cercle vicieux comme ça. Alors moi, je m'intéresse surtout aux représentations mentales dans l'éducation. Et dans le domaine de l'éducation, on a notamment Catherine Garnier et Lucie Sauvé qui ont étudié l'apport de la théorie des représentations sociales à l'éducation relative à l'environnement. Et dans leur article, elles définissent les représentations en ces termes. Une représentation est un phénomène mental qui correspond à un ensemble plus ou moins conscient, organisé et cohérent d'éléments cognitifs, affectifs et du domaine de valeur concernant un objet particulier. On y retrouve des éléments conceptuels, des attitudes, des valeurs, des images mentales, des connotations, des associations. C'est un univers symbolique, culturellement déterminé, où se forgent les théories spontanées, les opinions, les préjugés, les décisions d'action, etc. Aussi, elles ajoutent: une représentation se construit, se déconstruit, se reconstruit, se structure et évolue au cœur de l'interaction avec l'objet appréhendé, alors même que l'interaction avec l'objet est déterminée par la représentation que le sujet en construit. Ça m'intéresse parce que ça montre qu'on peut dépasser les représentations mentales et que cette déconstruction se fait notamment au moyen de l'objet en question. Donc moi, si je veux travailler les représentations mentales en classe, c'est en classe et par des activités en classe que je vais les découdre. Donc vous me demanderez pourquoi moi ça m'intéresse tellement ça en classe, c'est que on remarque que les élèves ont des représentations induites par leur culture d'apprentissage, c'est-à-dire dans quel contexte ils ont appris. On retrouve des points communs entre la plupart des apprenants. Même vous, si je vous demandais aujourd'hui, là, maintenant, de me dessiner une salle de classe, même vous à l'âge adulte, eh bien à mon avis, il y a 99% de chances que vous me restituiez une classe avec un tableau, un bureau et des rangs de tables et de chaises les uns derrière les autres. Parce que c'est certainement comme ça que vous avez connu l'école. Aussi, si vous êtes en classe et que vous avez une question, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lever la main. Ça, c'est un geste qu'on a convenu, qui devient quelque chose de presque de l'ordre du réflexe. Mais pourquoi c'est ça et pourquoi ça serait pas claquer des doigts, faire un bruit de bouche? Ah, ça aussi, ça fait partie de la représentation. Et ça a dû vous arriver quelque part, même sorti de l'école, quand vous vous retrouvez dans un endroit où vous avez envie d'intervenir, et ben parfois vous avez encore ce réflexe de lever la main. Aussi cette question, la question que vous avez envie de poser, à qui vous allez la poser? Vous allez la poser au professeur, parce que c'est lui qui détient le savoir. Vous n'allez pas la poser à votre camarade, alors que peut-être il sera en mesure de répondre. Tous ces réflexes convergent vers la même idée que c'est le professeur qui sait, et c'est l'élève qui est en position de recevoir. Là où ça devient gênant, c'est quand ces représentations contraignent l'autonomisation des apprenants. On sait que pour être autonome, il faut avoir déjà un minimum confiance en soi. Mais si vous avez grandi dans l'idée que sans prof, vous n'êtes rien, que si vous n'allez pas à l'école, vous n'apprendrez rien, que c'est le prof qui décide de ce qu'on apprend, que c'est un manuel qui connaît mieux la façon dont vous devez apprendre, on est mal barré pour le processus d'autonomisation. Moi, c'est véridique, hein, il y a une apprenante comorienne dans mon groupe d'adultes qui avait 54 ans. Elle était institutrice. C'était vraiment une personne très riche et très cultivée. Eh bien, elle m'a mis à la fin d'un devoir écrit. Bon, entre autres, elle me remerciait de ce que je faisais pour elle, mais elle m'a mis quelque chose comme « Je me sais ignorante, merci de m'apporter le savoir » ou « C'est à vous de m'apporter le savoir ». Elle a dit ça à la gamine insolente et paresseuse que je suis. Alors je peux vous dire que j'ai eu une discussion extrêmement sérieuse à la fin du cours avec elle, où je lui ai dit qu'elle pouvait pas dire ça. Elle n'avait pas le droit de dire ça, que c'était pas vrai. Donc pour vous dire à quel point ça peut vraiment formater les gens et les contraindre dans des mécanismes de paralysie alors qu'ils ont des ressources, parfois même des ressources fabuleuses, mais qu'ils n'osent même pas exploiter parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent rien faire tout seuls. Donc voilà, c'est pour ça que je m'intéresse à ça. J'essaye d'identifier les représentations de mes apprenants et j'essaye aussi de faire en sorte qu'ils les dépassent. À ce propos, j'ai fait une playlist qui s'appelle « Représentations mentales »
où je propose des activités qui m'ont permis de travailler là-dessus. Donc allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Je vais m'arrêter là pour la définition de représentation mentale. Comme d'hab, je crois que j'ai été très longue, alors qu'à la base je voulais synthétiser. Mais bon, le sujet est vraiment vaste, donc j'ai fait de mon mieux. J'espère que c'est plus clair pour vous, en tout cas. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour d'autres définitions dans cette playlist. Bonne navigation sur ma chaîne et à bientôt.